Salut à tous, ici Adrien Péta de la chaîne Geopolitica Mondiale. Aujourd'hui, la vidéo sera un peu différente. J'ai récemment vu une vidéo d'une chaîne en anglais, probablement américaine, appelée KHNUB. Je vais mettre le lien sous la vidéo, dans la description, où il parle de ce à quoi ressemblait la géographie pendant la préhistoire. Et donc, en regardant la vidéo, tu vois, parce que j'aime beaucoup ces études anthropologiques, la chaîne Geopolitica Mondiale parle de géopolitique, évidemment, mais elle ne traite pas seulement de géopolitique, elle traite aussi d'anthropologie, parce que l'anthropologie est la base de la géopolitique avec la géographie, donc on ne peut pas ignorer ça. Mais j'étais là, en train de regarder cette vidéo qui montrait la géographie différente à l'époque préhistorique, et je me suis dit, mince, et si la géographie de cette époque existait encore aujourd'hui ? Y aurait-il un impact géopolitique ? J'ai trouvé ça sympa. La vidéo ne parlait pas de géopolitique, mais d'histoire et de géographie. J'ai pensé utiliser l'idée évoquée et j'ai donc regardé la géographie du passé. Car en géopolitique, on la considère souvent comme immuable. La géographie ne change pas à l'échelle humaine, à l'échelle civilisationnelle. Parce que la même géographie, elle change aussi, mais à une échelle qui dépasse la civilisation humaine. Donc ça n'a pas vraiment de sens qu'on s'en occupe. Mais même la géographie change aussi. Donc j'ai appliqué les concepts géopolitiques qui existent aujourd'hui, le contexte aussi, et j'ai projeté ça pour voir, à partir de cette géographie qui existait, ce qui serait différent dans le monde. Et, mec, ce serait très intéressant. Mais avant qu'on regarde cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tout le monde que tu connais. Je sais que c'est cliché, mais ça aide. Surtout la chaîne Geopolitica Mondiale qui est une chaîne complètement oubliée par YouTube. Alors donne un coup de main, abonne-toi, active la cloche des notifications, partage avec tout le monde, ça aide beaucoup, d'accord ? Je m'appelle Adrien Péta et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Salut. En géopolitique, on parle de nœuds stratégiques. Ces nœuds sont des configurations géographiques qui façonnent profondément la manière dont les peuples de leur environnement vont se développer et, surtout, vont se comporter. En gros, le contrôle ou la perte de ces nœuds peut transformer cette civilisation en une puissance montante ou en une nation en déclin. Et plus encore, il existe plusieurs types de nœuds qui peuvent être des montagnes, des lacs, des rivières, des îles et bien d'autres que je n'aurai pas le temps de commenter dans cette vidéo. Mais ce qui importe, c'est que ces nœuds sont la manifestation de l'une des forces les plus permanentes de l'univers, qui est la géographie. Elle change, mais si lentement que, à notre échelle d'existence civilisationnelle, elle est presque immuable, semblant la même depuis des milliers d'années. Ce n'est pas anodin, car la géographie a très peu évolué depuis des millénaires. A fait en sorte que ces nœuds stratégiques dont j'ai parlé aient, dans leur grande majorité, avec peu d'exceptions, conservé la même importance au fil du temps. Quel que soit l'empire, le royaume, le califat, la république ou toute autre entité qui les occupait. Mais et si nous regardions d'autres moments historiques de la Terre, est-ce que ces nœuds seraient trop différents? Et si oui, auraient-ils modifié la géopolitique du monde? Je vous préviens déjà que la réponse est oui. Récemment, j'ai vu une vidéo en anglais d'un jeune homme d'une chaîne appelée KHNUBIS, je crois que ça se prononce comme ça, montrant à quoi ressemblait la géographie il y a des milliers d'années. J'ai beaucoup aimé la vidéo et pendant que je la regardais, j'ai tout de suite commencé à imaginer les implications géopolitiques si la géographie qu'il montrait à cette époque-là était la même de nos jours. Ensuite, si tu veux, regarde la description de la vidéo pour voir la chaîne du jeune homme. Mais le premier lieu intéressant, c'est le désert du Sahara. C'est un nœud stratégique qui, historiquement, a isolé l'Afrique du reste du monde. Pendant de nombreux siècles, l'Afrique du Nord, faisant partie d'un système de civilisation intégré par la mer Méditerranée, était, jusqu'à l'arrivée de la fureur islamique au 7e siècle, en pratique, une partie du monde européen, pour ainsi dire. L'Afrique subsaharienne était inconnue et exotique pour les Européens et même pour les Arabes, qui se limitaient pendant des siècles à de petites interactions dans les régions portuaires avec des royaumes africains déjà établis. Et ce n'est pas un hasard, le Sahara est très hostile, constituant pratiquement un mur qui a isolé les peuples. Mais entre il y a environ 15 ou 14 000 ans et il y a 5 000 ans, c'était une région verdoyante, avec des savanes, des rivières, des lacs et des forêts denses, habitées par des animaux comme des crocodiles et des hippopotames, pendant la période connue sous le nom de Sahara vert. Si nous transformions le Sahara actuel en un Sahara vert actualisé, nous aurions toute une nouvelle dynamique géopolitique.
Des pays comme l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie seraient désormais des puissances importantes, puisque leur géographie est plate. Ce ne serait pas une forêt aussi dense que l'Amazonie, mais cela aurait sûrement un effet contraire à celui du désert actuel. Et au lieu d'un mur, cela aurait été un aimant, qui aurait attiré les peuples à s'installer ici. Et il y a même eu assez de temps pour cela, après tout il y a eu 10 000 ans de forêt, ce qui est plus que l'âge de toutes les civilisations qui existent aujourd'hui. Cependant, à cette époque, autant que nous le sachions et puissions le prouver, il n'y a pas eu de grande civilisation. La région, encore verte ici, ne serait naturellement pas une puissance agricole comme les États-Unis, puisque le sol n'est pas si fertile en soi. Dans ce cas, la région serait un corridor agro-pastoral, un centre d'irrigation localisé qui créerait un système semblable à la vallée du Nil, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Mais il y aurait quand même un énorme potentiel, parce que même si le sol en soi n'est pas naturellement adapté, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il serait plus ou moins similaire au cas brésilien, mais à une échelle moindre. Et avec la technologie de manipulation génétique comme l'a fait Embrapa, et avec de grandes quantités de fertilisants, la région serait une version réduite du centre-ouest brésilien. Dans ce cas, les fertilisants seraient des mêmes excessivement proches et en quantité énorme, ce qui faciliterait grandement la terraformation de la région, mais rien de nouveau d'aussi grand que le niveau brésilien. Cependant, la région à elle seule n'aurait pas les conditions suffisantes pour remplacer les États-Unis, l'Argentine ou le Brésil dans l'agriculture, mais elle serait un concurrent relativement important dans le secteur de l'élevage. Sur le marché de l'élevage, là oui, ce serait bien plus problématique puisque ce serait le point fort de cette région, la production de viande. Cette région, plus proche de l'Europe, deviendrait une réserve agricole pour elle, réduisant la dépendance européenne envers les marchés extérieurs comme l'Amérique du Sud et les États-Unis. Elle pourrait aussi approvisionner les marchés asiatiques de la Chine, du Japon et de la Corée à un prix que la logistique sud-américaine ne pourrait concurrencer grâce à une plus grande proximité. Un autre point du monde qui changerait beaucoup avec la géopolitique si c'était aujourd'hui, c'est la région du Sondaland. Pendant le dernier maximum glaciaire, où il y a environ 20 000 ans, le niveau de la mer plus bas reliait l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et le sud du Vietnam en un seul continent gigantesque appelé Sondaland. Le changement géographique serait que le détroit de Malacca, point clé du commerce mondial, disparaîtrait et deviendrait entièrement terrestre. L'impact géopolitique serait gigantesque, car nous n'aurions pas une partie des routes maritimes que nous avons aujourd'hui. Les États-Unis doivent leur puissance à leur contrôle des principaux détroits mondiaux. Mais si l'Asie du Sud-Est était encore un seul continent, le commerce devrait faire un énorme détour par l'Australie ou se faire par train, ce qui ne serait pas aussi économiquement viable. La puissance navale américaine dans le Pacifique perdrait beaucoup d'influence dans cette région et, étant donné la largeur de la zone, l'idée de construire un canal ne viendrait même pas à l'esprit des planificateurs d'État. Pour la Chine, cela créerait un concurrent structurel qui n'existe pas aujourd'hui. C'est parce que l'Indonésie est aujourd'hui un archipel fragmenté qui est difficile à gouverner, précisément parce qu'il est divisé en îles. Mais sous la forme de Sondaland, ce serait une masse terrestre continue, fertile et très probablement désormais unifiée, constituant un important carrefour océanique. Et qui, si elle était entre les mains d'un seul État, aurait le potentiel d'être un rival direct de la Chine et de l'Inde, avec un accès direct au continent asiatique, par voie terrestre et aux deux océans, l'océan Indien et le Pacifique. La mer de Chine méridionale serait plus fermée, avec peu de débouchés. Au sud, il serait trop étroit et peu profond, ne laissant que le nord-est, par où passerait probablement la majeure partie du commerce. La région serait un sous-système fermé similaire à celui des Caraïbes. De plus, Taïwan serait désormais relié à la Chine continentale, ce qui signifie que ce serait une région indéfendable et qui aurait très probablement déjà été réunifiée. Dans ce scénario, appliqué à aujourd'hui, il n'y aurait plus eu la fuite du KMT ni l'autonomie taïwanaise. Quoi qu'il en soit, cette mer intérieure, ce sous-système, serait le théâtre de rivalité entre la Chine et cette puissance indonésienne, si l'Indonésie était unifiée, ce qui serait très probable. Un autre point intéressant et plus récent concerne la mer Noire, car il y a entre 9000 et 8000 ans, la mer Noire était un lac. Si cela arrivait aujourd'hui, la géopolitique de la Russie, de la Turquie et de l'Europe changerait radicalement. C'est parce que les Russes n'auraient plus accès à la mer Méditerranée par le détroit du Bosphore. Et ce n'est pas rien,
car grâce à la base de Sébastopol, en Crimée, la marine russe peut disposer d'un port dans une mer chaude qui ne gèle jamais, même en hiver. Perdre cela réduirait fortement l'utilité de la marine russe, qui, même avec la connexion existante aujourd'hui, est déjà assez limitée. Pour la Turquie, le changement serait psychologique et économique. Aujourd'hui, le détroit du Bosphore est la cicatrice qui divise la Turquie en deux, la partie européenne et la partie asiatique. C'est une barrière physique et mentale. Si le détroit était une terre ferme, cette division disparaîtrait. Istanbul ne serait plus une ville coupée par la mer, mais une métropole d'un seul tenant. Il serait beaucoup plus facile pour les Turcs de vendre l'idée qu'ils sont européens, puisqu'il y aurait désormais une soudure géographique continue reliant l'Anatolie aux Balkans, sans séparation par l'eau. Logistiquement et militairement, ce serait un rêve pour eux. Aujourd'hui, le trafic dépend de ponts suspendus vulnérables et de tunnels coûteux. Avec l'isthme fermé, nous aurions des autoroutes et des chemins de fer à grande capacité reliant Londres à Téhéran sans interruption. Certes, la Turquie perdrait le contrôle des péages et des navires dans le détroit, mais elle obtiendrait ce qu'elle cherche depuis des décennies, devenir le pont terrestre incontournable entre l'Occident et l'Orient. Et oui, une connexion continue entre Londres en Angleterre et Téhéran en Iran pourrait exister. C'est parce qu'à la même époque, il y a une autre différence intéressante qui aurait un impact sur la géopolitique. Le fait que la Grande-Bretagne était encore reliée à l'Europe, sur une masse terrestre que nous appelons Doggerland. La mer du Nord était en grande partie une plaine basse, marécageuse et habitée. L'Angleterre n'était pas encore une île et faisait alors partie du continent européen, à l'époque où la mer Noire était encore un lac. À part quelques rivières, il n'y aurait plus de différence visible entre l'Irlande et l'Angleterre, par exemple. Le bassin nord-ouest européen aurait une toute autre configuration. Le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique formeraient une seule masse qui s'étendrait jusqu'au nord de l'Écosse. La région resterait bien irriguée par des rivières et des lacs, étant en grande partie composée de marécages, mais avec de bons sols fertiles. Ce qui, avec la technologie moderne, serait davantage une opportunité qu'un problème, et pourrait grandement stimuler la productivité agricole européenne. Les détroits danois ne seraient non plus des détroits, mais des impasses, qui se termineront sans issue au sud de la Norvège. Autrement dit, une autre nouvelle qui serait très mauvaise pour la Russie, qui n'aurait même pas accès à la Méditerranée par la mer Noire, et maintenant même plus accès à l'océan Atlantique via Kaliningrad. La Russie serait une nation enclavée, étouffée sur son propre continent, dépendante de la bonne volonté de ses voisins européens et asiatiques pour tout commerce maritime. Un énorme et gigantesque Paraguay. L'Angleterre, en revanche, n'aurait pas une mentalité insulaire comme aujourd'hui, c'est-à-dire tournée vers la mer. Étant une île qui s'est développée après des siècles d'isolement relatif, elle aurait une autre logique, désormais amphibie, très probablement semblable à celle de la France, et il est sans fort probable qu'elle ne serait même plus séparée de la France. Il est fort probable que même le nord de l'Angleterre, au sud de l'Écosse, ferait très probablement partie de la même nation, la frontière se situant très probablement là où passe aujourd'hui la Manche. Et dans le passé, tout comme la frontière entre la France et l'Allemagne a été une frontière problématique à cause des réserves de charbon, ici. Il est probable que la frontière entre cette nation du Nord, qui correspondrait à l'actuelle Angleterre, et la France, serait également tendue à cause des réserves de fer et de charbon qui se trouvent ici. Ce qui aurait énormément modifié la dynamique européenne au cours des derniers siècles. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer cela, mais cette région a présenté cette caractéristique permanente et stable jusqu'à environ 8000 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, elle a eu cette configuration pendant 8000 années, consécutives auparavant, ce qui représente plus de temps qu'il ne s'est écoulé entre nous aujourd'hui et l'ancienne Mésopotamie. C'est donc un processus suffisamment stable pour permettre l'établissement de grandes civilisations. Et enfin, le Moyen-Orient. Si nous remontons à un peu moins de 10 000 ans, la carte de cette région serait méconnaissable. Le golfe Persique, qui sépare aujourd'hui l'Iran de la péninsule arabique, n'existerait tout simplement pas. Le niveau de la mer était plus bas, suffisamment pour que toute cette zone soit une vallée verdoyante, un immense oasis traversé par un super fleuve qui coulait de l'Irak jusqu'au détroit d'Ormuz, qui ne serait plus un détroit, mais une embouchure. Si cette géographie était actuelle, l'économie et la sécurité mondiale seraient bouleversées. D'abord, la disparition du détroit d'Ormuz, où transite près de 30% du pétrole mondial et dont la crise récente avec l'Iran a montré l'importance, serait très différente si le golfe était asséché. Il n'y aurait plus de détroit. Il n'y aurait pas de goulets maritimes. Le pétrole serait transporté par des oléoducs sur la terre ferme. L'avantage naval de l'Iran disparaîtrait.
Il est difficile de dire si cela encouragerait toute cette région à devenir une nation d'un seul tenant, ou si elle serait fragmentée et divisée comme c'est le cas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette connexion continue serait un cauchemar sécuritaire pour les monarchies du Golfe. Parce qu'aujourd'hui, la mer fonctionne comme les douves d'un château qui protège l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn du géant iranien. Sans la mer, l'Iran et l'Arabie Saoudite partageraient une frontière terrestre. Sans eau, la 5e flotte américaine ne pourrait patrouiller ainsi, et Bahreïn ne serait pas une forteresse américaine, mais juste une colline dans la vallée. Sans ce fossé d'eau, les monarchies sunnites seraient plus exposées à une invasion terrestre directe de l'armée iranienne, qui est bien plus nombreuse. L'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, qui aujourd'hui repose sur des navires et des missiles traversant la mer, se transformerait en une tension frontalière brutale, avec des chars dans des tranchées, bien plus difficiles à contenir. Alors que la géographie n'a dessiné une mer à cet endroit que depuis quelques millénaires. Ironiquement, cette mer maintient une distance de sécurité entre les deux principales puissances rivales du monde islamique, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Sans elle, la guerre froide du Moyen-Orient aurait dégénéré depuis longtemps. Eh bien les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé ce type de contenu un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, n'est-ce pas ? En appliquant ces concepts géopolitiques à un autre contexte mondial, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'en avez-vous pensé ? Vous avez aimé la vidéo ou pas ? Maintenant, vous savez pourquoi je peux proposer ce genre de contenu académique approfondi et pourquoi j'ai cette liberté créative sans avoir littéralement à courir après les vues ou à faire du clickbait. C'est grâce aux membres. Les membres apportent une stabilité financière à la chaîne. Donc si tu aimes la chaîne Geopolitica Mondiale, je t'invite à devenir membre. Et en devenant membre, non seulement tu assures la continuité du format et l'existence de la chaîne Geopolitica Mondiale, mais en plus tu auras accès à plusieurs séries exclusives réservées aux membres. En plus de ça, tu pourras interagir avec moi pendant les lives, d'accord ? Et aussi dans les groupes Telegram, où je suis toujours là à discuter avec tout le monde, d'accord ? Alors, les amis, merci beaucoup, à bientôt et à la prochaine vidéo.